Les derniers calls d'earning des SPAGM sont très surprenants. Oui, j'ai inventé l'acronyme. Ça veut dire Snap, Pinterest, Amazon, Google, Meta. C'est pas beau, mais c'est la meilleure façon d'organiser les lettres. En gros, tous les chiffres de revenus sont au vert, ce qui veut dire que les annonceurs sont très contents, puisqu'ils acceptent de donner plus d'argent. Par exemple, Meta bat ses prédictions de 760 millions de dollars au trimestre 2. Mais en lisant les rapports en détail, je me les suis tapés pour vous, j'ai trouvé un chiffre qui pose problème. Au Q2, les ventes unitaires d'Amazon ont progressé plus vite que son chiffre d'affaires. Alors pourquoi c'est important? C'est parce qu'Amazon, c'est un peu le métronome de la consommation en ligne. Il y a une citation du CFO pendant l'earnings call qui dit « Les consommateurs font attention à leurs dépenses, réduisent leurs achats, recherchent des produits à bas prix, cherchent à faire des affaires. » Du coup, il y a un problème. Pourquoi est-ce que les annonceurs dépensent plus, mais leurs clients dépensent moins? Pour vous expliquer tout ça, j'ai épluché tous les reports financiers des SPAGM et j'ai recoupé ça avec la data qu'on a chez nous en interne des 40 millions d'euros de spend qu'on gère pour nos clients avec Kudak. Et je crois que j'ai trouvé une bonne explication. Et si ça vous intéresse d'avoir une version un peu condensée de cette explication, c'est la suite d'une tribune que j'ai écrite pour Stratégie récemment. Je vous mettrai le lien en description. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bonnes earnings sont d'abord liées à l'augmentation des coûts publicitaires. Donc le revenu publicitaire de Meta ce second trimestre, il est très bon, il est à 38,32 milliards de dollars, c'est énorme, c'est quasiment au niveau du record historique de Q4 2023, c'est plus 21,7% d'une année sur l'autre, ce qui est beaucoup plus que le Q2 2023 où à l'époque il faisait plus 12% de croissance annuelle. Et c'est assez visible sur le graphique, on voit vraiment que la tendance est inversée, ça fait un peu une courbe en U, on retrouve des niveaux de croissance qui sont sympathiques. Mais si le revenu progresse, c'est avant tout parce que le nombre d'impressions publicitaires progresse lui aussi, ça veut dire qu'en fait Meta diffuse plus de publicité. Le graphe qui s'affiche sous vos yeux compare le coût par publicité et l'évolution des impressions, et donc on lit facilement que Meta est entré dans sa phase de monétisation agressive, parce que la croissance d'une année sur l'autre des impressions diminue pour laisser la place aux revenus. En fait, Meta dans son histoire, ils ont pas mal alterné entre toutes ces phases-là, c'est souvent un pattern assez reconnaissable puisqu'ils développent un nouveau placement, ça peut être les placements feed, puis les placements story, ils les impriment auprès de beaucoup d'utilisateurs, et quand ils ont craqué la monétisation, là ils commencent à le facturer aux annonceurs. Et donc là en fait, ce qui est visible là-dessus, c'est qu'ils le font avec leur dernier format en vogue, c'est les Reels. Donc en simplifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Meta diffuse plus de publicité à un prix plus cher. En fait, quand on y regarde de plus près, c'est assez surprenant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la monétisation des contenus courts, donc les Reels, fasse baisser le coût moyen par publicité. Parce que c'est le format sur lequel ils font les meilleurs progrès en monétisation, mais le CPM d'un Reels, il est en moyenne beaucoup plus bas que le CPM d'un placement en fil d'actualité ou en story, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Donc pour ça, je suis allé le vérifier avec la data de nos clients, et vous pouvez le voir, en fait, dans ce tableau-là, il y a les CPM de nos 5 plus gros clients, donc en colonne, je vous ai caché les noms, selon les placements publicitaires, donc là ils sont en ligne, vous voyez qu'il y en a pas mal. Vous pouvez reconnaître dedans les mentions stories, Reels, etc. Je vous ai mis en vert tous les placements Reels. Donc on constate en moyenne que les Reels ont des CPM moins chers que les ads story et feed. Et donc si ces types de placements moins cher prend plus de place dans la monétisation de Meta et donc dans ses impressions publicitaires, vous voyez que mécaniquement, ça devrait faire baisser le prix par publicité moyen, vous me suivez? Parce que si un placement publicitaire moins cher prend une plus grosse place dans le mix de tous les placements publicitaires, bah ça tire la moyenne vers le bas. Alors là, c'est pas du tout le cas. Vous voyez que le prix moyen, il augmente. Donc pour ça, il y a deux conclusions possibles. Soit Meta s'est gavé sur les CPM, soit ils ont fait augmenter le CPM des Reels. Et donc quand on sort la data de nos clients, je suis allé regarder de combien avaient augmenté les CPM. Oh tiens, comme par hasard, plus 11%, exactement, presque le 10% qui est dans le report. Donc le graphique s'affiche sous vos yeux, c'est une étude que j'ai sortie sur 53 clients de chez nous, et c'est uniquement sur la période du Q2. Donc on est dans un contexte inflationniste. Mais malgré ça, les annonceurs ils continuent à donner plus d'argent à Meta, parce que vous voyez bien, les revenus augmentent. Alors il faut bien comprendre aussi que cette augmentation du revenu, elle est liée à deux choses. L'augmentation des dépenses des annonceurs qui étaient déjà existants, et les nouveaux annonceurs qui commencent à faire de la publicité sur Meta. Je reviendrai juste après avec des données sur nos clients, pour voir de combien est-ce qu'ils ont augmenté leur spend en moyenne. En gros, cette surperformance de Meta de 760 millions au Q2, elle s'explique principalement par les progrès en performance de leurs algos grâce à l'IA. Donc ce sont en termes de ciblage, de mesure, les nouveaux produits, la suite Advantage Plus qui est très prisée par les annonceurs, ça les motive à investir davantage. Et donc il y a une citation dans le call de Susan Lee, la CFO, qui dit « Nous continuons d'enregistrer une demande publicitaire mondiale saine. Nous apportons également des améliorations constantes en matière de performance publicitaire, grâce à tous les investissements que nous avons continué à faire au fil du temps, et à l'amélioration du type d'annonce, du ciblage, du classement, de la diffusion et de toute l'infrastructure fondamentale qui s'y rapporte. En gros, ils ont acheté des cartes Nvidia. Donc en bref, pour l'instant, les coûts ils augmentent, mais c'est pas grave, puisque sur le papier, en tout cas Meta nous dit que ça fonctionne mieux. Sauf que quand on y regarde de plus près, ce graphe est en train de s'afficher sous vos yeux, c'est pas le même constat pour tout le monde. Parce que les progrès en IA, ça profite naturellement uniquement aux annonceurs qui ont le plus de données, donc ceux qui dépensent le plus d'argent. Donc le graphe ci-dessous, ça montre le résultat d'une étude menée sur 70 clients de chez nous, selon leur niveau d'investissement. Donc on a fait 3 catégories, on a pris ceux qui dépensaient moins de 5K par mois, entre 5 et 15, et plus de 15. Sachant que la catégorie plus de 15, elle est très variée, hein. Il y a autant des 15 que des 300. Quoi. On a mis en bleu clair le semestre 1 2023, en bleu moyen clair le semestre 2 2023 et en bleu foncé le semestre 1 2024. Donc ça s'arrête fin juin. Et donc on voit que comparé à l'année dernière, les plus petits annonceurs, c'est les seuls qui n'ont pas réussi à augmenter leur budget. Tandis que les autres, ils investissent plus au S1 2024 qu'au S2 2023. Alors que je vous rappelle qu'au S2 2023, il y a quoi?
il y a la période de Noël, Black Friday, tout le bordel. Donc ça veut dire qu'ils investissent plus sur le dernier semestre alors que c'est censé être une saison défavorable. Je vous fais une petite aparté pour vous dire que si jamais vos investissements publicitaires n'ont pas augmenté d'à peu près ces proportions-là, c'est certainement qu'il y a un petit truc qui cloche dans votre machine d'acquisition. Donc si vous voulez faire examiner vos campagnes par un expert Kudak pour qu'il vous explique pourquoi, vous pouvez réserver un appel de découverte sur le lien en description. Revenons à la vidéo. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que ces bons chiffres apparents sur le marché de la publicité en ligne, ils se font au sein d'un contexte macroéconomique qui est pas favorable. Donc pour ça, on va aller regarder du côté du géant du commerce en ligne, Amazon. La pub se court-termise pour faire face à l'incertitude des consommateurs. Donc durant le call d'earnings, le CFO d'Amazon, qui s'appelle Brian Olafsky, a déclaré « Nous observons les mêmes tendances de consommation que celles dont nous parlons depuis un an. Les consommateurs font attention à leurs dépenses, réduisent leurs achats, recherchent des produits à bas prix, cherchent à faire des affaires. La différence au deuxième trimestre est que, encore une fois, nous avons eu une très forte croissance du volume unitaire. La baisse du chiffre d'affaires séquentiel est donc liée à l'ASP, qui veut dire Average Selling Price, donc c'est le prix de vente moyen, et à la poursuite des tendances existantes, mais aussi, comme nous l'avons dit, à la croissance de notre activité et de nos catégories d'articles de consommation courante. Donc Amazon, évidemment, ils se veulent rassurants, mais ils alertent sur une surpondération au sein de leur mix de tous les produits vendus, des produits qui coûtent pas très cher. Donc il est trop tôt évidemment pour crier à la récession. Je vous rappelle que la définition économique d'une récession, c'est 2 trimestres de suite où le PIB est en décroissance, ce qui n'est pas le cas. Et d'autant plus que cette augmentation du volume de petits produits vendus, ça peut aussi très bien être lié à tous les progrès qu'a fait Amazon, notamment aux US, sur la livraison rapide, qui leur permet du coup d'attaquer tout le marché des essentiels du quotidien, genre les shampoings. Ou si tu peux te faire livrer un shampoing ce soir avec Amazon, en fait tu peux re-questionner la nécessité de te rendre dans un magasin. Donc vous voyez, c'est la même mécanique avec les CPM Reels versus les CPM historiques. En fait, si dans ton mix moyen de produits vendus, il y a beaucoup de produits à petit panier moyen, ton panier moyen global, même si tu vends plus d'items, et il descend. Ça s'appelle le paradoxe de Simpson d'ailleurs, ça. Je vous renvoie à l'épisode des brutes acquisitions avec PA d'EasyCash, avec lequel on en a parlé. Mais quoi qu'il en soit, les consommateurs font en moyenne preuve de prudence sur tous les marchés qu'adresse Amazon. Faut pas non plus y voir exactement la même tendance en France, puisque je vous rappelle que 68% du chiffre d'Amazon est fait aux US. Il y en a seulement à peu près 2% qui est fait en France. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que les gros achats seront remis à plus tard, mais pas les achats essentiels. Et donc cette incertitude long terme du côté des consommateurs, elle se répercute nécessairement sur le budget des annonceurs, qui du coup vont se recentrer sur les budgets direct response, donc en gros les campagnes de conversion, celles qui sont censées faire de la rentabilité maintenant. Et donc c'est une mécanique de marché qui va nécessairement avantager les régies les plus anciennes, les plus performantes, celles qui répondent le mieux à cette promesse de rentabilité immédiate, en gros les Google et les Meta. C'est une tendance qui est assez visible quand on regarde les résultats de Snap. Et donc sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution du revenu de Snap, c'est une des seules boîtes des SPAGM à le faire. Il sépare le spend brand advertising et le spend conversion. Et donc on voit sur Snapchat qu'il y a moins d'argent qui est investi en campagne de brand versus l'année dernière, moins 1% exactement. Donc le CODIR, il l'attribue officiellement, et je cite le call d'earnings, à la faiblesse de la demande dans certains secteurs de la consommation discrétionnaire, notamment la vente au détail, la technologie et les loisirs. Ce qui confirmerait l'hypothèse que je vous avance sur la contraction de la demande autour des produits non essentiels. Et donc on voit bien qu'à la place, tout le budget n'est pas totalement retiré de chez Snap, mais il est redirigé vers les campagnes de conversion directe, puisque le segment direct advertising, il fait plus 16%. C'est parce que récemment, ils ont réussi à délivrer des fonctionnalités utiles pour ce but-là. Donc ils ont mis en place l'API de conversion, la fenêtre d'attribution 7.0, et aussi une fonctionnalité qui permet de faire l'optimisation à la valeur. C'est des trucs que les annonceurs recherchent. Et ils disent même dans leur report que leur base d'annonceurs a doublé en un an. Et donc même si Meta et Google sont ceux qu'on met principalement dans la discussion quand on va faire du direct response, on voit qu'ils arrivent à s'en sortir à peu près. Ça tombe bien parce que c'est pas dingo sur la brand. Ce qui est intéressant, c'est que Pinterest, ils semblent suivre à peu près la même dynamique. Ils font plus 21% de revenus year on year sur le trimestre. Et le CEO Bill Ready, il annonce aussi la même chose, vouloir se concentrer sur le direct response, notamment en fournissant des meilleurs outils de ciblage. Il y a aussi Pinterest qui récemment a annoncé la sortie aux US de Performance Plus, qui est l'équivalent de Performance Max ou de Advantage Plus, mais sur Pinterest. C'est arrivé en France, je m'en suis rendu compte d'ailleurs juste avant d'écrire, on a reçu un mail de notre account manager Pinterest. Je sais pas si on pourra mettre ça au montage parce que j'ai aussi vu qu'il y avait marqué confidentiel. Normalement, je saurai avant la diffusion. Si vous le voyez, bonne nouvelle. Et donc Bill Ready déclare dans le call d'earnings, de nombreux annonceurs qui ont participé à notre test Performance Plus Alpha ce printemps ont constaté une amélioration de plus de 10% du coût d'acquisition pour leur campagne de conversion et d'achat en entonnoir inférieur, ou une amélioration de plus de 10% du coût par clic pour les campagnes de considération. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que le budget brand, il s'est court-termisé en budget performance. Et même s'il semble que Pinterest et Snapchat aient réussi à en attraper quelques morceaux, principalement, il va sur Meta et Google. Et ça explique le vent qui souffle dans le dos du search, dont on voit très bien dans les earnings Google qu'il a rattrapé YouTube en termes de croissance year on year, parce que YouTube est un canal plus haut dans le funnel. C'est assez visible sur ce graphe, vous voyez que c'était pas arrivé depuis le Q2 2023 que le search grossisse plus vite que YouTube. D'ailleurs, on passe au passage un petit coucou au triste revenu network
qui ne fait que décroître depuis longtemps et qui va probablement crever à cause de la SGE et de la Privacy Sandbox, donc en fait tué par Google lui-même. Donc aujourd'hui le search se porte à merveille et en fait est bien moins inquiété compensé par la Search Generative Experience que par le fait qu'Apple n'a désormais plus aucune raison de ne pas lancer son propre moteur de recherche. On aurait presque envie de s'arrêter là. Heureusement votre serviteur est allé un petit peu plus loin. Je me suis pas fait avoir par tout ce bruit autour du Direct Response qui ont failli nous faire oublier que les budgets brand, en plus d'avoir été réduits, ils se sont déplacés. C'est très dur de ne pas mettre en relation ces deux citations qui ont été prononcées lors des earnings calls. La première, c'est une de Derek Anderson, le CFO de Snapchat, qui dit « La publicité brand a décliné d'1%, comme on voyait juste avant, dû à une très faible demande de la part de certaines verticales, comme le retail, la high-tech et le divertissement. » Et ensuite, il y a Mark Zuckerberg qui dit, dans le call d'earnings de Meta, « En ce qui concerne les recettes publicitaires, c'est le commerce en ligne qui a le plus contribué à la croissance d'une année sur l'autre, suivi par les jeux, les divertissements et les médias. » Donc en gros, les verticales qui veulent plus de Snapchat en brand advertising, comme par hasard, c'est celle qui contribue à la croissance de Meta. Et donc pour ces budgets brand qui se sont envolés de Snapchat, en fait, il n'y a que 3 possibilités. Soit ils ont été reconvertis en brand, mais plus chez Snapchat, on en parlera après. Soit ils ont été transformés en budget direct response, une partie sur Snapchat et peut-être une partie qui s'est enfuie chez d'autres annonceurs, soit ils n'ont pas été réinvestis. A priori, j'ai envie d'écarter l'hypothèse numéro 3, parce que les résultats des earnings sont bons pour tout le monde, donc a priori les spends n'ont pas diminué overall, et on n'a constaté rien de tout ça chez nos clients, chez Kudak aussi. J'ai l'impression que la réalité c'est plutôt un mix entre les hypothèses 1 et 2. Donc si vous avez bien suivi le démarrage de cette vidéo, vous savez où sont partis les budgets direct response. Maintenant, on va faire la même chose avec les budgets brand. Donc pour ça, commençons par une petite citation de Philipp Schindler qui déclare dans le call d'earnings de Google « La TV connectée sur YouTube continue de bénéficier d'une forte croissance du temps de visionnage, de l'innovation des téléspectateurs et des annonceurs, d'un transfert des budgets publicitaires des marques de la télévision linéaire vers YouTube. » Donc ce que nous indique cette citation, c'est qu'a priori, ces budgets brand, ils sont pas partis vers le offline. Et Philipp Schindler, il a plutôt tendance à dire qu'ils font le chemin inverse. Après, on manque aujourd'hui encore un peu de data pour savoir dans quelle mesure la TV connectée vampirise vraiment la TV linéaire, et en plus en France. Et là, normalement, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit un peu avant. Pour la première fois depuis le Q2 2023, les recettes publicitaires YouTube ont grossi moins vite que les recettes publicitaires Search. Et donc si a priori, Philipp Schindler nous dit que YouTube attire de plus en plus de nouveaux annonceurs, pourquoi est-ce qu'il grossit moins vite que le Search? Et donc Google l'explique très bien dans son call d'earnings. La croissance de 13% du revenu YouTube est drivée par la brand suivie par le direct response. Ça veut dire que le fait que le marché se soit direct responsivisé, ça a caché le fait qu'en fait YouTube se porte très bien, mais juste le search est porté par un mouvement de marché. Et cet inventaire publicitaire YouTube, il est de plus en plus acheté par les annonceurs via une fonctionnalité en particulier de chez Google qui s'appelle Demand Gen. C'est la priorité absolue donnée par Google aux account managers agences en France. Coucou Manu, qui est notre AM Google. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Kudak, du coup avec notre ADN social, puisqu'à la base je vous rappelle on faisait que du méta, on a été sélectionné par Google au Google Performance Live pour aller discuter avec Stephanie Davis, parce que Google cherche en fait du feedback sur comment vendre cet inventaire aux annonceurs. Et en fait l'inventaire YouTube, il se vend un petit peu comme l'inventaire Instagram et Facebook. Parce que la différence avec le search, c'est qu'il est très gourmand en assets créatives. Et donc Philipp Schindler, encore une fois, le dit dans le call, les clients bénéficient évidemment de l'inclusion de la vidéo dans leur campagne alimentée par l'IA, qu'il s'agisse de Pmax ou de Demand Gen, et de l'utilisation de nos outils automatisés pour améliorer et créer des vidéos créatives. Et nous sommes très optimistes sur cette voie. En moyenne, les annonceurs qui diffusent à la fois des images et des vidéos dans le cadre des campagnes Demand Gen enregistrent 6% de conversion en plus par dollar que ceux qui diffusent uniquement des images et qui font de la découverte. Donc Demand Gen c'est intéressant, mais c'est très gourmand en créa. Pour ça, je vous fais un petit aparté. Je vous rappelle que nous avons un studio créatif qui s'appelle Le Labo, qui a une offre dédiée à Demand Gen pour penser et décliner les formats dans tout l'inventaire publicitaire qui est proposé par cette fonctionnalité de Google. Si tu veux en savoir plus, tu peux réserver un call encore une fois dans la description. Il y aura beaucoup de liens. Et donc Google l'a bien compris, le principal frein à l'utilisation de ce nouveau produit publicitaire, c'est la créa. Ce qui est un petit peu un changement d'ADN quand on est un géant du search textuel. À ce là, forcément, c'est Meta qui fait plutôt la course en tête. Petite citation de Mark Zuckerberg, nous en sommes arrivés au point où notre système de publicité pouvait mieux prédire qui serait intéressé que les annonceurs eux-mêmes. Mais aujourd'hui, les annonceurs doivent encore développer eux-mêmes leur création. Dans les années à venir, l'IA sera en mesure de générer des créations pour les annonceurs et de les personnaliser en fonction de ce que les gens verront. À long terme, les annonceurs pourront se contenter de nous communiquer un objectif commercial et un budget, et nous ferons le reste pour eux. Nous y parviendrons progressivement, mais je pense qu'il s'agira d'une très grosse affaire. Pour résoudre ce challenge créatif, autant Google que Meta ont les yeux sur la même chose, et évidemment, c'est l'IA. Pour répondre à la question que je posais un petit peu plus haut, où sont partis les budgets brand? La réponse c'est sur YouTube et Meta, et ça va probablement s'accentuer. Et donc la conclusion à tout ce joyeux bordel, c'est que dans cette conjoncture macroéconomique incertaine, le monde de la tech est en train de se polariser autour des acteurs qui répondent le mieux à la promesse de rentabilité immédiate. La photo prise dans les earnings à la fin du Q2 semble avantager Google et Meta, qui commencent à mettre à disposition des annonceurs leurs très lourds investissements en IA. Et en ce qui concerne les enveloppes brand, elles sont soit en décroissance, soit redirigées vers nos deux géants préférés, Google
et Meta. Donc j'espère avoir pu mettre en évidence que ces bons résultats des géants de la tech sont pas liés en fait à une augmentation de la consommation en ligne, mais plutôt à une meilleure capacité à convaincre les annonceurs de leur octroyer du budget, notamment grâce au progrès qu'ils ont fait sur tout le volet direct response. Donc même si le marché est plus timide, ils vont continuer à faire plus avec moins, jusqu'à ce que ça soit plus assez. Rendez-vous au Q3 si vous voulez d'ailleurs les recommandations qu'on donne à nos clients suite à toutes ces conclusions que je viens de faire, elles sont disponibles dans la newsletter en description. C'est le dernier épisode sur les earnings. Sur ce, je vous laisse. Bisous.